Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les derniers développements, non seulement en Égypte, mais aussi dans notre région. Et surtout, on va consacrer une partie de cette édition sur la situation dans la bande de Gaza. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons 4 sujets. On va commencer par un sujet local. Il s'agit du président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Mustafa Madbouli et le ministre de la Santé et de la Population Khaled Abdel Ghaffar. Le porte-parole de la présidence a indiqué que la réunion a porté sur la mise en œuvre des projets nationaux concernant la santé, notamment les travaux en cours visant à faire de l'Institut Nasser une cité médicale internationale. Ils ont en outre examiné d'autres projets tels que le projet d'un nouveau siège des laboratoires centraux, l'hôpital d'oncologie de Menouf et le projet de la ville médicale affiliée à l'autorité des hôpitaux publics. La réunion a également porté sur le soutien médical apporté par l'Égypte à la population de la bande de Gaza. Docteur Raouf Ghafar, comme on vient de dire qu'il y a eu une réunion entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre et le ministre de la Santé. Alors, comment vous trouvez l'intérêt du gouvernement pour la santé et le secteur de la santé en Égypte? On commence à sentir que le chef d'État, le gouvernement, commence à donner une grande importance au secteur de la santé. Nous pouvons remarquer ça partout. Il y a des nouveaux hôpitaux qui sont mis en place. Il y a des coopérations avec des grandes institutions et instituts européens, américains pour donner leur savoir-faire à des instituts et des hôpitaux égyptiens. Vous venez de dire que l'Institut Nasser et l'hôpital Nasser sont en cours d'être transformés en un établissement selon les normes internationales, etc. C'est un dossier qui doit être important et nous savons que nous avons confronté quelques défis. On parle de l'hépatite qui a été complètement presque il a disparu, mais on voit que dans l'oncologie, etc., encore c'est un domaine médical qui jouit d'une importance extrêmement grande. Et la santé, c'est une chose essentielle pour que le citoyen soit actif et participe activement dans sa communauté et dans son pays. Dans la société. Ils ont abordé quand même le soutien médical de l'Égypte pour les habitants de la bande de Gaza. Qu'est-ce que l'Égypte a offert pour la bande de Gaza dans ce secteur? Il me semble que nous avons fait tout ce que nous pouvons. Nos hôpitaux au Sinaï, à Sheikh Zouayed, à Arish ont été jusqu'à présent, justement, ils sont ouverts pour recevoir tous les cas en provenance de Gaza. J'ai entendu parler que quand les nombres ont augmenté, il y a des autres hôpitaux un peu plus loin qui ont été toujours disponibles pour traiter les malades et les blessés qui viennent de Gaza. Et je vois que ça, c'est une chose très normale. On a certainement donné le soutien médical et autres à ces hôpitaux pour qu'ils soient prêts à recevoir peut-être un nombre plus élevé que le nombre... Sans oublier les aides médicales qu'on envoie presque tous les jours à la bande de Gaza. Non, ça va sans dire. Il y a des camions qui transportent les aides médicales dans la bande de Gaza. Mais moi, je parle des cas qui, malheureusement, on a démoli et on a bombardé beaucoup d'hôpitaux à Gaza. Et même les hôpitaux qui existent ne peuvent pas traiter le nombre
Surtout les cas sérieux, quand même. Absolument, absolument. Donc ça, c'est une chose très normale. Et nous allons continuer à faire ça. Si ça exige de mettre plus d'hôpitaux disponibles pour servir à nos frères et sœurs palestiniens, on ne va pas tarder de faire ça, absolument. Bon, je passe à un autre sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné ont affirmé leur rejet absolu de toute mesure ou politique visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres. Ceci a eu lieu lors de leur entretien hier au Caire. El-Sisi et Séjourné ont souligné le rôle essentiel de l'UNRWA dans le soutien à Gaza et ont également discuté des efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et la fourniture des aides humanitaires. Salih Hamed et Parihan Farou nous donnent les détails. Stéphane Séjourné ont affirmé le rejet absolu de toute mesure ou politique visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres, et ce, lors de leur rencontre dimanche au Caire. Lors de cette réunion, à laquelle a assisté le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, El-Sisi et Séjourné ont également souligné l'importance cruciale de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, dont le soutien aux civils de la bande de Gaza. Selon le porte-parole de la présidence, les discussions ont également porté sur la situation à Gaza, les efforts intensifs de l'Égypte avec différents partenaires pour parvenir à un cessez-le-feu dans la région et pour fournir une aide humanitaire afin de mettre fin à la crise que subit la population de Gaza. Les deux parties ont souligné la nécessité pour la communauté internationale de prendre ses responsabilités quant à la mise en œuvre des décisions internationales. Dans le cadre de la première étape de sa tournée au Proche-Orient, le ministre français a exprimé la volonté de son pays de coordonner ses efforts avec l'Égypte en faveur d'un cessez-le-feu durable, de l'échange de détenus et de la promotion de la solution à deux États comme base pour un règlement global de la question palestinienne, ainsi que pour rétablir la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. L'entretien a également abordé plusieurs dossiers politiques prioritaires, notamment les situations au Soudan, en Libye et en mer Rouge. Les deux parties ont exprimé leur volonté de continuer à consulter et à échanger des points de vue dans ces dossiers, contribuant ainsi au renforcement de la sécurité et de la paix au niveau régional et international. D'autre part, la réunion a abordé les relations bilatérales, mettant en avant l'importance de la coopération élargie et du renforcement des relations stratégiques, notamment dans les secteurs économiques tels que les transports, l'industrie, le commerce et autres. Docteur Raouf Ghafar, je rappelle que vous êtes analyste politique. Alors, la rencontre entre le président Sisi et le ministre français Séjourné. Alors, le premier point qu'on a traité, c'est le refus total du déplacement des Palestiniens des territoires palestiniens pour aller dans un autre endroit, bien sûr, pas le Sinaï, pas le Congo, comme on a déjà parlé. Alors, votre commentaire sur cet avis de ne pas déplacer les... C'est un avis, c'est la moindre chose, c'est la moindre des choses. Déjà, les Palestiniens ont souffert tellement. Nous voyons qu'Israël tient à les mettre toujours sous cette pression, à les bousculer envers les frontières, comme nous le savons, pour essayer de les déplacer. Le point de vue de l'Égypte n'a jamais changé. Nous sommes catégoriquement contre le déplacement, que ce soit ici ou ailleurs. D'autre part, le monde a commencé dernièrement
après avoir vu les atrocités et le comportement israélien, ils ont maintenant adopté ce même point de vue. Le déplacement, ça n'existe pas. La France, certainement, c'est un pays important, surtout dans la communauté européenne. Et quand la France adopte une certaine direction, ça veut dire qu'une grande partie de l'Europe adopte la même direction. C'est important de mentionner que certainement les relations entre l'Égypte et la France sont des relations étendues, des relations assez étroites. Donc nous sommes toujours en contact et en coopération, comme vous l'avez dit dans votre rapport, dans beaucoup de domaines. Industrie, commerce, etc. et autres, certainement. Et c'est toujours pour le bien de l'Europe que la situation dans notre zone soit calme, soit pacifique, et que tous les conflits et tous les incidents malheureux qui prennent lieu, on essaye de mettre fin. Voilà, on parle Libye, Soudan, mer Rouge, etc. C'est surtout la mer Rouge, là. Absolument. Là, c'est quoi la position de la France, déjà? La mer Rouge a affecté le passage des navires du canal de Suez. C'est une voie très importante sur le plan commercial. Et quand ça diminue tragiquement, comme on a vu et lu, ça affecte directement les pays européens, surtout les pays de la Sud d'Europe qui ont des ports sur la mer. Absolument. Ils ont besoin de carburant, ils ont besoin de gaz, ils ont besoin de matières premières, et tout se chemine par l'entremise du canal de Suez. Donc quand ça s'arrête ou bien ça diminue, ça affecte directement, surtout que le trajet autour de l'Afrique, ça prend beaucoup de temps et ça coûte considérablement plus. Donc c'est pour le mieux de l'Europe, France particulièrement, de calmer un peu la situation au sud de la mer Rouge, de façon à ce que le trafic reprend et les choses redeviennent normales. Je pense que c'était un des dossiers importants qui ont été discutés lors de... Discuter quand même des problèmes au Soudan et en Libye. Comment la coopération entre deux grands pays comme l'Égypte et la France, qui représentent l'Afrique et l'Europe, peuvent faire pression ou bien peuvent contribuer à calmer la situation, soit en Libye, soit au Soudan? Bon, notre position géographique, nous avons des frontières, les plus grandes frontières d'ailleurs avec les deux pays. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui travaillent là-bas. La relation entre, je parle de la Libye pour commencer, et nous sommes très proches de la Libye. Nous avons d'ailleurs été toujours présents quand ils demandaient n'importe quoi à l'époque de Kadhafi, et même après, nous étions là, avec leurs militaires, nous leur donnons tout le support possible. Nous avons exprimé que nous sommes pour l'unité de la Libye, et que le fait qu'il y a deux gouvernements, etc., c'est une chose qui ne doit pas continuer. On fait nos efforts pour que les élections prennent lieu et que ça redevient la Libye que nous connaissons. Donc ça, c'est pour la Libye. Au sud, avec le Soudan, nous étions juste un seul pays à quelques années, et que la situation, quand elle est instable au Soudan, on ne parle pas d'émigrés, on ne parle pas de
de déplacement de beaucoup de Soudanais qui viennent. Sécurité, mais je parle de sécurité, paix, etc. Surtout que les deux fronts qui se combattent, ce sont des frères et sœurs. Ce n'est pas une force étrangère, mais ce sont d'eux-mêmes, ce qui est triste. Et nous essayons, même avec le Sud-Soudan, d'essayer de mettre, je ne veux pas dire des pressions, mais parler logiquement avec les deux fronts qui se combattent de façon à ce que la paix retourne. C'est très important. Nous sommes entourés de crises. La situation, surtout au Soudan, parce que ça continue, et on sent qu'on a presque oublié, à cause de ce qui arrive à Gaza, on commence à oublier un peu ce qui arrive au Soudan, et à mon opinion, c'est aussi sérieux que ce qui arrive à Gaza. Bien sûr. Alors, je pense que ça, pour la France encore, c'est important, surtout la Libye, parce qu'il y a des relations du pétrole, etc., avec la Libye. Et comme vous venez de dire, c'est que quand la zone est calme, la zone jouit d'une paix et une stabilité, c'est mieux pour le monde entier. Bien sûr. Qu'est-ce que ça signifie que presque le premier déplacement du nouveau ministre français des Affaires étrangères soit en Égypte? L'Égypte, c'est le pays, pas que je suis égyptien, mais je parle très pragmatiquement, c'est le pays le plus important. Sur le plan placement, sur le plan démographique, et nous étions toujours un pays important. Nous sommes au centre. Sans oublier le poids politique. Absolument, quand même. absolument. Et donc, n'importe quel chef d'État d'un pays, ou même un ministre, etc., responsable d'un pays important, quand il démarre pour le Moyen-Orient, la première destination, c'est normalement le Caire. Et dans beaucoup d'instances, il commence par le Caire et il termine par le Caire. Parce que c'est très important de savoir comment l'Égypte pense et l'impact que l'Égypte a sur notre zone, sur le Moyen-Orient, est un impact excessivement grand. Et sans la stabilité et la sécurité qui existent, alhamdoulilah, dans notre pays, peut-être la situation aurait changé dramatiquement autour de nous. Oui. C'est pour ça qu'ils sont très intéressés à commencer par l'Égypte, à discuter avec l'Égypte et à échanger les points de vue sur les problèmes locaux et même internationaux. Parfait. Je passe à un autre sujet. Il s'agit du secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui arrive aujourd'hui au Proche-Orient pour encourager une trêve dans les combats meurtriers entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, la guerre qui va entrer mercredi dans son 5e mois. Alors que la guerre que mène Israël contre la bande de Gaza entre mercredi dans son 5e mois, le gouvernement du Hamas a fait état de frappes aériennes et d'artillerie autour des 3 hôpitaux de Khan Younes, la grande ville du sud de Gaza, encerclée par les forces israéliennes. L'armée de l'occupation a indiqué avoir mené des raids ciblés dans le nord et le centre du territoire et avoir tué des dizaines de combattants à Khan Younes. Elle a affirmé dimanche y avoir investi un complexe qu'elle prétend avoir été utilisé par le Hamas pour préparer l'opération du 7 octobre. La guerre à Gaza a fait 27 365 morts, en grande majorité des civils, selon un bilan communiqué dimanche par le ministère de la Santé à Gaza.
À Rafah, plus au sud, le Hamas a aussi fait état de frappes aériennes israéliennes. Dans cette ville, qui comptait 270 000 habitants avant la guerre, s'entassent désormais, selon l'ONU, plus de 1,3 million de personnes ayant fui les combats qui ont dévasté le territoire assiégé. Sur le front diplomatique, des tractations se poursuivent pour parvenir à une seconde trêve après celle d'une semaine fin novembre. Une centaine d'otages retenus à Gaza avaient alors été échangés contre des Palestiniens détenus par Israël. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est attendu en Arabie Saoudite, première étape de son 5e voyage dans la région depuis le début de la guerre. Il doit également se rendre au Qatar, en Égypte, en Israël et en Cisjordanie occupée. Il prévoit une trêve de 6 semaines avec la libération de 200 à 300 Palestiniens détenus en Israël en échange de 35 à 40 otages, selon une source du Hamas. Docteur Raouf Ghafar, la visite, la énième visite de la part de Blinken dans la région, qu'est-ce qu'on attend de cette visite? Malheureusement, pas grand-chose. C'est un monsieur têtu sur la tête du gouvernement israélien. Pour lui, c'est son avenir politique. C'est pour ça qu'il ne veut pas laisser. Parce que nous savons qu'il a des problèmes dans beaucoup de cas, etc., chez lui, et que si jamais il n'est plus le Premier ministre, Vous parlez de Netanyahou? Je parle de Netanyahou. Ah oui, d'accord. Oui. Parce que... Non, je dis que c'est un monsieur têtu sur la tête du gouvernement israélien. Ah d'accord, d'accord. Et donc, s'il laisse demain sa position, il peut être emprisonné le lendemain exactement. Ah, vous trouvez que c'est la raison pour laquelle il continue la guerre? Absolument, absolument. Et il veut ou bien faire une victoire éblouissante, ce qu'il ne va jamais avoir. Il souffre de défaite après défaite et il n'arrive pas. Une victoire éblouissante, vous voulez dire, c'est anéantir le Hamas? Absolument. Et je pense qu'il n'arrivera jamais à faire ça. Et j'ai l'impression que lui, il est convaincu de ça. Il veut prolonger la situation pour essayer, disons, on dit en anglais to save his face, simplement, vis-à-vis tout le monde. Sauver, oui. Exactement, pour se sauver devant tout le monde. Et M. Blinken, voilà, c'est peut-être, voilà, vous avez dit ça, unième visite, peut-être c'est une 8e, 9e, 10e visite. Et ça va nulle part. Il vient il parle avec les dirigeants d'Israël, peut-être Égypte, Arabie Saoudite, etc. Mais rien à faire. Et en comptant que si jamais il y a un pays qui peut exercer une certaine pression sur Israël, c'est les États-Unis. Oui, M. Biden est un peu maintenant occupé avec les élections, etc. Et il a passé le dossier, ce qui paraît, à Blinken, mais ils n'ont pas, on ne peut pas sentir qu'ils ont avancé. Selon la presse américaine même, il y a des différends entre l'administration américaine et l'administration israélienne. Absolument, maintenant. Oui. Et la différence commence à s'élargir avec tout ce que les Israéliens font à la bande de Gaza et ailleurs. Ça devient vraiment insupportable. Et c'est le point de vue Et embarrassant. Absolument, oui. Parce que Biden doit s'expliquer devant son peuple pourquoi est-ce qu'il prend cette position qui endorse Israël sans question. Avec tout ce qu'ils font, la voix commence à hausser, même
dans le parti démocratique. Et lui, il a besoin de leur vote et il a besoin de leur soutien. C'est pour ça que je pense qu'il s'est éloigné un tout petit peu. Et même ses déclarations à propos de ce qui arrive à Gaza, de temps à autre, il dit quelque chose, mais le dossier est complètement avec M. Blinken. Et comme on vient de dire, ça n'a pas l'air que ça arrive quelque part. Nous espérons toujours, nous prions toujours, d'ailleurs depuis des semaines et des mois, que la situation se calme, qu'on aboutit à un cessez-le-feu prolongé pour un peu respirer. Mais à mon opinion, j'espère que ça ne soit pas vrai. Je pense que cette visite sera comme les autres. Mais là, il vient surtout pour réaliser une trêve, pour calmer la situation, pour que les Palestiniens de Gaza ou bien les habitants de Gaza respirent, et en même temps pour l'échange des prisonniers. On parle d'échange de prisonniers depuis longtemps. On l'a déjà réalisé une fois. Une fois. Oui. C'était une fois avec un cessez-le-feu 3-4 jours, je pense que c'était. Et puis ça a repris. Cette fois-ci, je ne pense pas. Et vous remarquez que juste avant l'arrivée de M. Blinken, des déclarations israéliennes sont très fanatiques, disons. Il parle d'une autre raid sur Khan Younis, sur Rafah même. Donc, ils veulent passer le message qu'on ne va pas changer d'avis, même si M. Blinken est là. Il va faire son possible. Espérons que la situation change un tout petit peu, surtout que la situation des Gazaouis à Rafah est vraiment très triste, déplorable. Bien sûr. Le temps est terrible, il pleut, il neige dans des cas, donc vraiment c'est complètement dans des camps, ils sont dans la rue. Inhumaine, absolument. Oui. Absolument. Alors vous trouvez que la visite de Blinken, ça va donner rien? À mon opinion, oui, ça ne va rien donner. Parce qu'il y a quand même quelques initiatives de faire une trêve de 3 mois. On a entendu ça, on a suivi ça dans la presse et tout. Oui. Alors c'est possible qu'il est là pour réaliser cette idée. Espérons. Oui. On espère, bien sûr. À mon opinion, moi je ne suis pas peut-être très professionnel sur le plan politique, mais je dis que si jamais on aboutit à un cessez-le-feu d'une semaine, 10 jours, à mon opinion, ce sera le maximum. Israël ne va pas accepter de prolonger un cessez-le-feu plus, parce qu'ils ne veulent pas apaiser la pression sur le peuple de Gaza, malheureusement. Ils veulent continuer et le mettre sous pression sans cesse. C'est pour ça que je ne vois pas que 3 mois, c'est un rêve à moi. On prie que ça arrive, mais je pense que c'est pas réalisable. C'est pas réalisable, absolument. 10 jours, peut-être 2 semaines, c'est déjà pour Israël beaucoup de temps. Mais même s'il y a une pression de la part de la rue israélienne concernant les prisonniers. Déjà, il y a des pressions. Oui. Et nous voyons des démonstrations chaque jour auprès de la maison de Netanyahou pour lui passer le message que fait quelque chose, etc. Il y a des problèmes entre le cabinet lui-même. Il y a des gens qui veulent démissionner, c'est-à-dire... mais ça n'a l'air de ne pas changer. Comme je viens de dire, on n'a qu'à prier que cette fois-ci, peut-être ça pourrait espérons bien aboutir. Que la situation va changer un tout petit peu. Notre troisième sujet, il s'agit des Houthis qui ont juré hier de riposter aux frappes américaines et britanniques contre des régions sous leur contrôle au Yémen, menées en réponse aux attaques de ces insurgés soutenus par l'Iran contre des navires marchands en mer Rouge.
Les Houthis ont juré hier de riposter aux frappes américano-britanniques contre des régions sous leur contrôle au Yémen, menées en réponse aux attaques de ces insurgés soutenus par l'Iran contre des navires marchands en mer Rouge. Les raids ont suivi une série de frappes américaines contre des forces d'élite iraniennes et des groupes pro-Iran en Syrie et en Irak, en représailles à une attaque meurtrière contre une base américaine en Jordanie le 28 janvier. C'est la troisième opération conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni contre les Houthis au Yémen. Mais malgré l'intensification des opérations américaines, les Houthis ont poursuivi leur attaque en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, disant viser des navires liés à Israël en solidarité avec les Palestiniens à Gaza. Les frappes américano-britanniques ont visé samedi dernier 36 cibles, dont 13 lieux au Yémen, en réponse aux attaques continues des Houthis contre le trafic maritime international et commercial, ainsi que les navires de guerre transitant par la mer Rouge, selon un communiqué conjoint des États-Unis, du Royaume-Uni et d'autres pays ayant soutenu l'opération. Des arsenaux profondément enterrés, des systèmes de lanceurs de missiles, des systèmes de défense anti-aérienne et des radars des Houthis ont été ciblés, ajoute le texte. Les nouvelles frappes ne vont pas ébranler le soutien des Houthis au peuple palestinien résistant à Gaza et ne passeront pas sans réponse et sans punition, a averti le porte-parole militaire des Houthis. Sans mentionner de victimes, il a fait état de 48 frappes dans 6 provinces, dont 13 sur la capitale Sanaa et ses alentours, et 9 dans la région de Hodeïda sous contrôle des Houthis. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les frappes de samedi visaient à dégrader davantage les capacités de la milice des Houthis à mener ces attaques. Tôt dimanche, les États-Unis ont annoncé avoir mené une nouvelle frappe contre un missile anti-navire des Houthis qui était prêt à être lancé contre des navires en mer Rouge. Déjà, la question générale. Est-ce que la conclusion du conflit israélo-palestinien veut dire la fin des troubles ou bien des frappes dans la mer Rouge? Absolument. Comme les Houthis ont dit. Oui, mais depuis très longtemps, on sait que si jamais la crise palestinienne aboutit à une conclusion acceptable et juste pour les deux côtés, tout ce que nous voyons dans la région va immédiatement cesser, à mon opinion. L'Iran va se calmer, et puis si l'Iran se calme, les Houthis vont se calmer, Hezbollah va se calmer, la Syrie, etc. C'est-à-dire, tout le monde sera content. Mais malheureusement, on n'arrive pas à ça. Voilà, ça commence au Yémen, comme votre rapport a dit. Les Américains bombardent. Nous savons que la géographie du Yémen permet aux Houthis d'être à l'aise dans leur grotte. Ce qu'ils font, c'est qu'ils taquinent, si je peux dire l'expression, des Américains avec un fusée là, un missile là, etc., pour simplement leur dire, voilà, nous sommes là et nous allons vous présenter quelques problèmes. À votre avis, pourquoi la plupart des pays de la région du Golfe n'ont pas participé à l'alliance américaine? Il n'y a que quelques pays, mais il n'y a pas de pays de la région qui ont participé à cette guerre contre les Houthis, je veux dire. Même si on dit l'Arabie Saoudite est en guerre avec les Houthis.
Alors pourquoi? Mais on a arrêté. Oui. Ils étaient en guerre, mais maintenant il y a Peut-être parce que l'Arabie saoudite et l'Iran se sont réconciliés. C'est ça. Mais je pense que les Émirats particulièrement, les pays du Golfe, veulent vivre en paix. Ils ne veulent pas s'engager dans des conflits qui peuvent se prolonger et ça représente pour eux une perte. Pourquoi faire ça? Ils se gardent comme les pays non alignés, ils ne prennent pas une partie ou une autre, absolument. Et que c'était l'Arabie saoudite qui était en va-et-vient avec les Houthis. Et ça a abouti à absolument rien. Des pertes de deux côtés. Maintenant, c'est un autre problème. Et il faut remarquer que de l'autre part du Bab el-Mandeb, il y a toujours les problèmes avec Éthiopie et Somalie. Oui. Encore une fois, ça a commencé. Espérons bien que ça se termine prochainement. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas là-bas. Cet endroit est vraiment très chaud, si on dit, et ça représente une menace pour les pays de voisinage d'un côté et pour tout le monde sur le plan économique, etc. de l'autre. Voilà, sur le plan économique, jusqu'à présent, où on est? C'est-à-dire, on sait qu'il y a des pertes parce qu'il y a beaucoup de navires qui ont changé leur trajet et se sont éloignés de la mer Rouge. Parlez-nous de ça, de cette crise économique dans cette région. Pour nous, l'Égypte, c'est ce qui m'intéresse. Oui, le canal de Suez. Et voilà, le général Rabia, maréchal Rabia, a dit que le trafic a diminué de 40% et plus durant le mois de janvier dans le canal de Suez, ce qui représente une grande perte pour l'Égypte. Et on peut pas, on doit trouver une solution parce que c'est pour l'Égypte une perte, mais encore ça hausse le coût de toutes les marchandises qui passent pour pratiquement le monde entier. Donc c'est une chose qui a des reflets très mauvais sur le commerce mondial. Tout le monde est affecté d'un bout à l'autre. C'est pour ça que ce qui arrive avec les Houthis, c'est vraiment, bien que ce sont des incidents, disons, singuliers, chaque quelques jours, mais voilà, les répercussions sont tragiques pour le monde entier. Surtout pour l'inflation, parce qu'on s'attend à une hausse d'inflation dans le monde. Vous parlez de canal de Suez qui a diminué. On parle que le tourisme dans toute la région s'est affecté. Certainement, ça a diminué tragiquement. C'est-à-dire, ça a des répercussions négatives, malheureusement. Les sources iraniennes ont déclaré que la Chine a demandé à l'Iran d'intervenir auprès des Houthis pour arrêter les frappes contre les navires commerciaux, bien sûr. Est-ce que ça pourrait aboutir, puisqu'on sait très bien qu'il y a de très bonnes relations entre la Chine et l'Iran. L'Iran a de très bonnes relations avec les Houthis. Est-ce que c'est possible que ça soit une solution, loin de la question palestinienne? Non, c'est lié. On peut pas. Hezbollah, Hamas et Houthi, on parle de... les mêmes objectifs. Absolument. Ou le même objectif. Et malheureusement, Israël a déclaré que même si Gaza est en paix, ils vont concentrer sur le front nord. Donc, ils ont le sud du Liban en tête. Ils ne vont pas cesser. Maintenant, il y a des bombardements américains dans des endroits entre la Syrie et l'Irak, d'un côté. C'est tout lié.
bien que si jamais les Iraniens vraiment ont la volonté, ils peuvent absolument influencer les Houthis et Hezbollah. Mais à propos que les Israéliens cessent. Sinon, ça va continuer. Non, je parle d'intérêt quand même, parce que si on parle d'une grande puissance économique comme la Chine, qui soutient quand même, bien sûr, l'Iran, dans ces moments où il y a un embargo contre l'Iran, il y a des problèmes entre l'Iran et l'Occident. Alors, est-ce que ça pourrait quand même faire pression? Ils peuvent faire pression, certainement. Mais si Mais pas arrêter, vous voulez dire. Il y aura peut-être une diminution un peu dans la fréquence d'incidents, etc. Peut-être. Mais le cœur de tout ce qui arrive, c'est ce qui arrive à la bande de Gaza. Ça, c'est la conclusion. C'est ça. Si jamais on aboutit à une conclusion ici, le lendemain, tout va être calme et tout va être en paix. Je vous remercie beaucoup, Dr Raouf Ghaffar. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique, bien sûr. La conclusion qu'on tire de cette émission avec tout ce qui se passe dans la région, c'est qu'il faut absolument résoudre la question ou la cause palestinienne pour aboutir à la paix et la stabilité de toute la région, soit la mer Rouge, soit l'Iran avec n'importe quel, avec Israël, soi-disant, le Hezbollah, les Houthis, tout ça vont se calmer si jamais la question palestinienne est résolue. Je vous remercie beaucoup. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.